pense arbre, je pense vert, environnement, planète. C'est ce qui nous fait respirer, c'est beau, c'est important. C'est là aussi pour faire des gros câlins. Ouais. Ça génère énormément d'énergie aussi, un arbre. C'est l'oxygène, c'est la liberté, c'est un peu tout, un arbre. Mais je ne pourrais pas habiter ailleurs qu'entouré d'arbres. Un être intelligent qui communique, voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse, je pense, un petit peu, quoi. Et quand on voit pousser un arbre, c'est merveilleux. Quand il est petit et qu'on le voit grandir comme les enfants. L'arbre a une place importante, à la fois pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux, parce que ça fait partie de leur vie quotidienne. Ça représente un retour aux sources, un retour aux origines. Ça permet à la fois de s'évader, mais aussi de se retrouver avec des choses simples de la vie, dans un contexte où on vit dans une société où tout est artificiel, les territoires sont très artificialisés. Donc l'arbre, en fait, c'est la figure de ces espaces qui deviennent rares et qui sont source d'apaisement. C'est vendu, ça a un prix. Aujourd'hui, même les forêts du monde ont un prix. Et je pense qu'on revient beaucoup là-dessus parce qu'on se pose beaucoup de questions environnementales et de voir qu'est-ce que l'arbre nous apporte par rapport à tout ça. Si les arbres sont plus présents, l'espèce humaine sera menacée, on va dire. Donc c'est important, oui, de replanter les arbres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un intérêt de plus en plus grand, qui grandit en même temps que les problématiques environnementales concernant la préservation des arbres et des forêts. Ça, c'est partout dans le monde, je pense. Nous, l'objectif qu'on a, si tu veux, de planter sur 5 hectares de terrain qu'on a à la Bastide de Cézérac, c'est de planter 400 arbres. Pourquoi on veut planter ces 400 arbres? C'est justement pour répondre à un besoin de nourriture pour les abeilles. Quand on en sait un petit peu depuis le remembrement qu'il y a eu après-guerre, cette déstabilisation qu'il y a pu y avoir de toute la campagne, la nature qui a été complètement déstabilisée, toutes ces haies qui ont été fauchées, pour pouvoir faire de grandes surfaces. Donc nous, notre objectif, c'est de dire, voilà, on va créer une oasis pour les abeilles, pour que les abeilles puissent se nourrir. Et là, en partenariat avec justement Jardy Béarn, c'est de voir quelles sont les essences qu'on va planter. Donc on va planter que des essences de la région. Donc bien entendu des arbres fruitiers, des arbres mellifères. Et on va faire aussi de la prairie fleurie. Et bien entendu, comme il y aura encore de la surface, on va cultiver, on va semer de la facélie, on va semer du sarrasin. C'est vraiment une oasis pour les abeilles, en sachant bien entendu tout l'intérêt que ça peut avoir, autant pour les abeilles, autant pour la terre, mère nourricière, la Pachamama, donc tout ce respect qu'il y a, et qui fait qu'à un moment donné, pour nous, c'est ça qui est important. On a déjà des ruches à la Bastide de Cézérac, dont notre objectif en même temps, c'est peut-être aussi de développer le nombre de ruches, mais surtout de donner de la nourriture pour les abeilles. Oui, en effet, on est dans le pays occidentaux, capitalistes, on est face à la croissance de monoculture qui tue l'homme, qui tue l'abeille, qui tue l'économie, qui tue tout. Il suffit de voir les États-Unis qui ont développé de grandes cultures. Ils sont en train de perdre leur cheptel d'abeilles. Et même à partir d'1 an, dans 2 ou 3 ans, on dit que les États-Unis ne sont plus capables de fournir assez d'abeilles pour polliniser rien que les amandiers. D'où ils vont sortir les abeilles. Voilà. Donc il y a toute une économie peut-être des États-Unis qui est déjà en danger, l'économie agricole certes, mais qui va affecter quand même la vie quotidienne des humains, tout en sachant que la nourriture de l'homme dépend à plus de 60% de l'abeille. Donc est-ce que l'homme est capable d'affronter un monde sans fruits et légumes? Je ne pense pas. Mais nos politiques, malheureusement, ne se rendent pas compte que de demain, faute d'abeilles, on peut avoir l'effondrement de l'agriculture, pas que française, mais mondiale en général. Il suffit de voir en Chine les régions où il n'y a plus d'abeilles, où ce sont les paysans qui pollinisent les arbres fruitiers. C'est plus possible ni pour l'homme, ni pour la terre, ni pour la survie des pollinisateurs. Voilà. Nous, à notre échelon, c'est de dire comment, justement, pour répondre à ce que vient de dire Magena, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on fait le choix
de consacrer 5 hectares, comme toutes les parcelles de terre que nous achetons pour l'agriculture et le besoin d'alimentation pour les animaux, obligatoirement on entoure d'arbres fruitiers, et ces arbres fruitiers qui ont bien tout un sens, le sens qui est bien entendu d'avoir des fruits pour notre consommation personnelle, pour la vente à l'épicerie, mais aussi pour notre atelier de transformation. Donc chaque fois, nous plantons des arbres. Il y a des pays où ils ont compris. Récemment, j'étais en Pologne et dans une grande ville comme Toulouse, j'ai jamais vu autant de prairies fleuries, j'ai jamais vu autant d'espaces non tendus. J'ai vu des arbres plantés et il y a plein de projets citoyens où les citoyens insistent sur le fait de planter les arbres pour les abeilles. Et c'est vrai que pour moi, ça devrait être une cause nationale, même internationale, les abeilles, les pollinisateurs, parce que sans ça, on va, même au niveau, on parle du miel, au niveau économique, c'est vraiment rien, c'est ridicule par rapport à l'impact et l'importance économique de l'abeille sur la productivité de fruits et de légumes. Nous, en tant que vivants humains, mais le non-vivant aussi, est vraiment complètement dépendant de cette biodiversité-là. On est en train, et comme tu l'as dit, de s'accaparer ces terres-là. Hein. C'est tout de même la surface de l'Angleterre par an qui disparaît en Amazonie. Hein. C'est dingue, quoi. Hein. On est en train de mettre vraiment en danger toutes nos populations d'être vivants, humains et non humains. C'est comme si on se tuait nous-mêmes. On s'autodétruit. Hein, on s'autodétruit avec ça. Et évidemment, pour des lobbies extractivistes, pour une économie, alors que la forêt, le bois, c'est pas une ressource. Ça fait partie de nous. On est interconnectés avec ça. Hein. On a cette interconnexion-là, comment dirais-je, je ne sais plus quel philosophe bouddhiste qui disait « nous sommes des inter-êtres hein. Nous, inter-sommes. C'est comme si on prenait une partie de nous-mêmes en faisant ce genre de... C'est notre biodiversité. Il faut savoir que la disparition, par exemple, d'une seule espèce végétale peut entraîner à lui seul l'extinction de 30 espèces animales. Après, on est toujours dans le mensonge capitaliste où on a mis en place, par exemple, la certification des forêts. L'idée, elle est bien. Sauf que la certification, on peut l'acheter, on peut magouiller dessus. Il suffit de voir, je ne sais pas si les gens en France ou ailleurs, ils sont au courant qu'en Ukraine, en Roumanie, dans les pays de l'ex-bloc soviétique, on est en train de complètement, quand je dis saccager, c'est même pas saccager, je ne sais pas, c'est piller la forêt primaire où l'homme n'est pas rentré, et on est en train de piller ça, et ensuite, qu'est-ce que ça devient ce bois? C'est transformé en meubles qui sont vendus dans les grandes enseignes qu'on a sur la côte basque, par exemple. Vous voyez de qui je parle. Et ça, c'est sous le couvercle de certification. Donc, à un moment donné, donnons-nous moyens de contrôler et d'empêcher cette mafia. Voilà. Et même en Europe, on fait la même chose qu'en Amazonie, mais on n'en parle pas et on ne se donne pas les moyens de le combattre. Alors qu'on a les moyens de faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Oui, c'est un bien commun, hein. C'est un commun, là. Oui. Un commun pour tous les vivants, encore une fois, humains et non humains. Hein. Moi, je vois, il y a eu un texte de loi qui est passé en 2019 en France sur les forêts guyanaises, où il passe de 30 hectares à, je crois, 5000 hectares de la possibilité donc d'extraire et de transformer, et puis voilà, de se servir de cette ressource-là d'une manière économique. Il faut arrêter l'économie, bien sûr, on en a besoin, bien sûr, on a besoin de l'arbre pour se chauffer, pour construire, mais ça vient peut-être en dernier, c'est tout de même un être vivant. Ça peut être un agrément aussi, ça fait partie de notre ère, on n'est jamais si bien quand on se balade dans une forêt, dans une belle forêt. Et ça, il faut absolument pas l'oublier. Il faut que toute la communauté, les élus, mais les citoyens, bien évidemment, prennent en charge ce bien-là et d'une manière locale. Avec peut-être, parce que ça a été aussi un gros problème ici en France, la privatisation de l'ONF. L'ONF est en train de se faire bouffer et par des syndicats qui sont productivistes, qui sont économistes et extractivistes. Parce qu'en fait, le système, moi je répète, moi je connais un pays où c'est nationalisé, les forêts, mais le système capitaliste fait tout pour les privatiser par différents moyens. Donc en fait, c'est ça, le capitalisme
c'est un système qui n'est pas fait ni pour l'homme, ni pour l'environnement. C'est un système qui est fait pour capital, comme le nom indique. Est-ce que l'homme moderne doit soutenir ce système? Ma question, c'est la base. Et nous, ce qu'on fait, c'est symbolique, mais au niveau de poids, ça ne va pas avoir le poids. C'est symbolique, mais je pense qu'à notre niveau, c'est notre manière de combattre en même temps l'injustice, c'est de combattre l'exclusion, c'est de combattre la précarité qui n'est pas que humaine, mais qui est aussi écologique. Et c'est notre manière de nous engager justement là-dedans. Et je crois que c'est important, même si tu as raison, ce que l'on fait, ça ne va pas changer grand-chose. Mais ça va, et j'espère que ça va interpeller, ça va faire poser des questions. Et peut-être aussi, ça peut donner envie à des gens qui ont du terrain, mais de planter. En sachant qu'en faisant ce geste, je vais dire aujourd'hui, ce geste de planter, c'est un geste de résistance. Je plante un arbre, je résiste justement à ce que tu dis, à cette politique libérale qui est aveuglée par ce capitalisme, par cet objectif du capital. Et on connaît qui en sont les responsables, qui sont les grosses enseignes et les GAFA, qui sont là derrière, bien entendu. Et maintenant, il me paraît fondamental que nous, à notre niveau, eh bien, on soit ce petit aiguillon qui interpelle, qui provoque et qui montre que c'est possible. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et nous, à notre niveau, c'est un choix. C'est minime, Magénas, c'est sûr que c'est minime, mais faisons-le. Ici, on est dans une région purement agricole, de production, donc il y a aussi des variétés qui sont endémiques à cette région, donc l'intérêt de planter des variétés locales, des variétés fruitières locales, et aussi des variétés mellifères pour aussi nos abeilles qui butinent, qui pollinisent, et donc qui permettent aussi la fructification et la production végétale, quoi, et surtout nourricière. Ces essences locales qui sont des variétés qui sont garanties par le Conservatoire d'Aquitaine, ce sont les plantes et les arbres fruitiers du sud-ouest. Ce sont des vieilles variétés qui avaient été plus ou moins oubliées ou moins utilisées parce qu'elles sont moins productives et elles sont un peu moins résistantes aux maladies. On essaye maintenant de les réintroduire parce qu'elles ont un réel intérêt, parce qu'elles ont un aspect gustatif qui est, à mon goût, exceptionnel. Et puis ensuite, elles ne sont pas modifiées. Et nous, on essaye aussi avec Emmaüs d'exprimer de manière plus forte leur présence ici et faire comprendre aux gens qu'il y a des variétés et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des choses loin, qu'il y a ce qu'il faut chez nous. On est assez proche d'Emmaüs car depuis le départ, on a tissé une relation assez forte dans le sens où ils réutilisent ce que nous, on n'aura pas réussi à commercialiser. Notre production, on ne la jette pas, on essaye d'en faire bénéficier ceux qui en auraient peut-être un peu besoin aussi, et ça permet aussi de limiter le gaspillage. Et le partenariat, c'est que chacun puisse apporter son empreinte et son parrainage, un parrainage comme on parrainerait un enfant, et aider à une relation plus forte, plus précise, plus intense avec son environnement, sa planète. Il est vrai que pour moi c'est intéressant, cette opération elle est intéressante dans le sens aussi de reconquête de l'homme avec la nature, de reconquérir de l'espace qui avait été pris à la nature. Donc là on lui rend ce qui lui appartient. Tout naturellement. Moi, ce que je trouve déjà intéressant, c'est que la municipalité qui a appris notre projet, eh bien, elle nous soutient. Je veux dire par là que la municipalité de la Bastide-Fézérac nous soutient. Je dis qu'il y a une prise de conscience qui me paraît importante, autant à la Bastide-Fézérac, et j'espère que dans d'autres municipalités, cela peut se faire, que ce soit à l'Escar, que ce soit dans d'autres municipalités, autant sur le plan local, autant sur le plan national. Et c'est là que, oui, moi, en tant qu'élu, je dois prendre mes responsabilités dans ce sens-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense en effet, on dit souvent, et je suis à fond là-dessus, agir local et penser global. C'est sous la pression. Et je pense qu'en France, ici, à mon avis, je lisais un article il n'y a pas si longtemps, 80-90% maintenant des gens ont fait la bascule culturelle. Mais comme tu le disais, la volonté politique n'est pas là.
Parce que pour l'instant, elle est pieds et poings liés à des lobbies financiers, l'agroalimentaire, l'agro-industriel. Donc il faut vraiment mettre une pression. Agir local, on le fait, tu le fais, c'est fantastique. Penser global, c'est aussi prendre des positions et mettre des personnes au pouvoir. Parce que pour l'instant, on est dans cette putain de 5e République, mais qui peut avancer et qui peut aller vers une constitution citoyenne. Est-ce qu'il nous reste du temps pour que la politique change et comment arrêter ce lobby, cette influence de lobby qui commence déjà en Europe, qui commence à Bruxelles? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut voir là-bas. La tête pourrie là-bas, elle descend en bas. Mais l'apiculture française, l'apiculture mondiale, on est en train de tuer les apiculteurs. Il suffit de voir qu'ici, localement, plusieurs apiculteurs ont eu leur miel refusé. Pourquoi? Parce que dans leur miel, il y a du Roundup. Dans leur miel, il y a du Roundup. Que les paysans épandent. Quelqu'un les autorise d'épandre. Les pauvres apiculteurs, il fait quoi avec ce miel refusé à la vente? On est dans une année présidentielle et avec législative. On a tout de même, pour moi, un outil, un levier, un moyen de faire bouger les choses. Et ça, le problème, encore une fois, on tombe dans le côté politique, mais quelque part, encore une fois, tout est lié. Le peu de gens qui viennent aux urnes, donc c'est à nous, sur le côté éducatif, sur le côté faire passer les choses. J'espère que cette vidéo va être bien diffusée pour que les jeunes, pour ceux qui ne votent pas voter, disent oui, mais tout de même, moi j'ai mon mot à dire, il faut que je le dise et il faut que j'aille aux urnes. On a un pouvoir dans les mains, il faut le savoir. Et moi je prends toujours le cas de la Bolivie. La Bolivie où justement les mineurs, le peuple a élu le MAS, et le MAS qui représente aujourd'hui et qui a le pouvoir en Bolivie. Et on voit tout le travail qui est fait, justement. C'est peut-être pas tout parfait, mais la réalité, il y a toute une évolution. La misère, puisque la Bolivie est un des pays les plus pauvres, qui aujourd'hui, la Bolivie a énormément diminué le nombre de pauvreté, l'alphabétisation a disparu, tout ça ainsi. Je crois que ça c'est important. On a un pouvoir, on a une responsabilité, chacun d'entre nous, autant toi, autant que moi, autant que Magdalena, on a une responsabilité, on a un pouvoir entre les mains. Et tu as raison, il y a des élections présidentielles l'année prochaine, et c'est là qu'il ne faut pas dire on ne peut pas. Il ne faut pas être dans le pessimisme, mais au contraire, ma responsabilité c'est de dire je vais voter. Bien entendu, mais après, ce qui me paraît important, je vais voter, et mon candidat, s'il passe, je vais lui exiger de mettre en pratique ce qu'il m'a proposé. Et s'il ne le met pas en pratique, j'utilise le RIC pour dire stop, tu t'en vas. Stop, tu t'en vas. Tu ne respectes pas l'engagement pour lequel j'ai voté. À partir de ce moment-là, mais c'est ça un petit peu une forme de démocratie. Mais aujourd'hui, on n'est pas en démocratie. On est dans une monarchie totale. Et bien entendu, à ce niveau-là, on nous impose une forme d'agriculture qui n'a qu'un seul objectif, la rentabilité au détriment de la Pachamama, au détriment de la nature, au détriment de l'humain, au détriment de toute la faune, la flore, et on le voit aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ce projet que l'on a, qui naît justement du village, à la Bastide-Cézérac de planter plus de 400 arbres, dont notre objectif c'est en même temps aussi de sensibiliser les gens à soutenir ce projet, c'est-à-dire à soutenir ce projet en participant financièrement, nous soutenant en achetant un arbre, un ou plusieurs arbres. Le 25 novembre pour la Sainte-Catherine, toute branche prend racine. À partir de ce moment-là, on va planter tous ces arbres-là, on va les planter, et en même temps, le soir, on va faire une conférence débat. Pour ensemble réfléchir, se motiver encore plus pour continuer ce genre de projet. Tout à fait, et l'articuler aussi avec, je pense, le scolaire, l'éducation, parce que notre avenir, il est là, c'est les enfants. Comme le projet que l'on a ici, qui est de faire un musée d'apiculture, avec l'intérêt, justement, ce que disait Magdalena hier, c'est de voir comment aussi on peut sensibiliser les enfants. Sensibiliser les enfants par rapport à l'intérêt de l'abeille, avec tout ce que cela veut dire sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Et c'est ça qu'on veut développer à notre niveau. Et c'est là que nous, Emmaüs, c'est notre manière de lutter contre l'injustice. C'est notre forme de combat qui a tout son sens et toute sa force. Et donc je demande aux gens de venir nous soutenir et nous rejoindre dans ce combat-là.